Bonjour et bienvenue à tous. Emmanuelle Rousseau, je suis responsable de la communication au sein du pôle VG-Police Valais. J'ai le plaisir de vous accueillir pour cette remise des prix du concours VG-Police Valais. Je vais vous représenter au préambule un peu le déroulé de ce concours, vous expliquer les étapes et bien évidemment ensuite chacun des candidats va prendre la parole pendant 5 minutes. Ça sera très chronométré pour permettre de tenir en 1 heure et à l'issue de cette heure, le jury nous rejoindra et annoncera les lauréats. Pourquoi VG Police Valais organise un concours de jeunes entreprises? Tout simplement parce que ça permet de favoriser l'arrivée dans le réseau de projets de création d'entreprises et de les intégrer en tant que membres. C'est aussi un moyen de consolider notre positionnement et notre réseau sur des termes émergents et prometteurs pour notre secteur du végétal. Et bien évidemment, ça permet aussi d'accroître la visibilité du territoire à l'échelle nationale et de favoriser la création d'entreprises et d'emplois. Nouveauté cette année, on a vraiment élargi le concours à l'ensemble des axes d'innovation du pôle. Alors effectivement, au démarrage, le concours portait sur les nouvelles technologies pour les productions végétales, les innovations aussi dans le végétal urbain, et puis l'année dernière notamment sur la nutrition, prévention, santé, bien-être et cosmétique. Mais cette année, nous avons souhaité effectivement l'élargir à l'ensemble des 7 axes et donc également à l'innovation variétale et la performance des semences et plants, la santé du végétal, le végétal pour l'alimentation humaine et animale, et les agromatériaux et la biotransformation. Alors, VG Police Valais organise ce concours avec un certain nombre de partenaires. Donc, tout d'abord, 2 partenaires financiers que sont Angers-Loire Métropole et Clermont-Auvergne Métropole. Et également un grand nombre de structures dans le domaine de l'innovation et de l'incubation. Donc, pour les citer, Aldev, Angers Technopole, Orléans Technopole, les 7 technopoles de la Bretagne, Buzy, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, le Biopo Clermont-Limagne, le Bivouac, WeNetwork et le village Baïséa. Donc, ce concours, cette année, il s'est déroulé du 10 septembre au 10 novembre pour le dépôt des candidatures. Ensuite, une première sélection s'est faite le 26 novembre, où 12 candidats ont été nommés et qui ont été accompagnés déjà hier, où ils ont eu l'occasion de rencontrer l'ensemble des partenaires. Et ce matin, ils ont fait leur pitch devant le jury qui est actuellement en délibération. Et donc, cet après-midi, on a notre remise des prix et l'accompagnement démarrera sur toute l'année 2021. Alors, quelques données statistiques. Nous avons reçu 26 candidatures. Alors, les chiffres peuvent se recouper, vous allez voir. Mais donc, au niveau des territoires, on en a eu 7 en Pays de la Loire et 4 présélectionnés, 6 en Auvergne-Rhône-Alpes et 4 présélectionnés, 1 en Bretagne qui est sélectionné, 1 en Centre-Val de Loire qui est sélectionné, 7 en Île-de-France avec une sélection et 6 dans d'autres régions de France avec une sélection. Donc, parmi ces 26 candidatures, nous avons eu la bonne surprise d'avoir une répartition sur l'ensemble de nos axes technologiques. Donc, 2 sur l'innovation variétale, 3 sur donc 4 candidatures et 3 sélectionnées sur la partie santé du végétal.
11 sur les nouvelles technologies, et donc 5 qui ont été sélectionnées. 4 sur le végétal urbain, donc 1 sélectionnée. 7 sur les agromatériaux et 3 sélectionnés. 12 en nutrition, prévention, santé, dont 2 sélectionnés. Et 7 en alimentation humaine et animale, dont 3 sélectionnés. Donc, pour rappel, le concours est doté de 4 prix qui sont l'équivalent d'une somme de 10 à 15 000 euros selon la typologie des projets à valoir sur des études. Donc, elles peuvent être de l'ordre du marché, technique, design et autres sur l'année 2021. Également, dans ce prix, il comportera un accompagnement du pôle VLG Police Vallée sur toute l'année 2021 et des prestations de communication au cours de salons, de communication presse. Et puis, selon la typologie des lauréats, il pourra y avoir un accompagnement à la création d'entreprises par des partenaires technopoles incubateurs que j'ai cités précédemment. Et si l'innovation est un objet connecté, il y aura aussi 3 mois d'abonnement Maker offert par WeNetwork et un accès à l'espace d'accélération du village Baïséa. Si cela est pertinent, Clermont Auvergne Métropole et le programme ICIT de Clermont offrira une distinction également à l'un des lauréats. Donc, nous disposons désormais d'une bonne heure pour la présentation de chacun des candidats. Donc, à chaque fois, je vais les appeler. Je vais vous donner la main sur la présentation PowerPoint si vous le souhaitez. Et 5 minutes ensuite, je reprends la main. Donc, pour la première candidature, c'est donc Loxia Forest. Donc, je vais appeler Isabelle Legris. Je vais vous donner la main. Bonjour. Alors, un instant, je vais vous donner la main. Voilà, et moi, je vais m'effacer. Est-ce que bonjour à tous, est-ce que vous voyez la présentation? Pour l'instant, c'est un écran blanc, mais on voit, voilà, Loxia Forest, c'est parfait. D'accord, bon, je vais commencer alors. Donc bonjour à tous, je vais vous présenter Loxia Forest, qui propose des solutions d'inventaire pour les gestionnaires d'espaces verts. Alors tout d'abord, pourquoi faire un inventaire des arbres? Lorsqu'un arbre tombe, la commune doit prouver qu'il n'y a pas eu de défaut d'entretien et que les arbres ont été contrôlés. Elle peut pour cela faire un inventaire pour surveiller et évaluer de manière régulière l'état du patrimoine arboré. Elle peut se faire aider pour cela d'un expert indépendant. Alors pour comprendre la démarche, il faut d'abord que je vous décrive comment se déroule un diagnostic. Il y a tout d'abord une phase d'inventaire où on quantifie, on géolocalise les arbres. Ensuite, une phase de diagnostic de base qui se fait de manière visuelle. C'est un diagnostic de niveau 1 qui peut être complété avec un diagnostic complémentaire de niveau 2 à l'aide d'outils type résistographe, tomographe, test de traction. À l'issue de tous ces diagnostics, on arrive à une conclusion. Faut-il abattre ou pas l'arbre? Est-il dangereux? Et à des préconisations de travaux. Quel type de taille et quel type est-ce qu'il faut faire des abattages ou pas sur les arbres? Alors, l'application Loxia Forest souhaite développer une application, Triloxia, qui aura pour but d'aider les gestionnaires dans la gestion de leurs arbres, à faire eux-mêmes le diagnostic visuel des arbres à l'aide d'une succession de critères, de cartographier les arbres et de faire une synthèse des données en un clic à l'aide de graphes. Et également faire le suivi de travaux et valider les suivis de travaux. Triloxia, en fait, elle vise à favoriser l'autonomie des gestionnaires en formant des référents en arbres, parce qu'on sait que les gestionnaires, ce sont souvent eux qui connaissent le mieux leur patrimoine.
Donc en fait, ils interviendraient sur les 2 premières phases de l'inventaire, donc l'inventaire, le diagnostic de base, et les diagnostics approfondis seraient exécutés par l'expert. Triloxia aussi, c'est aider la recherche autour de 3 axes. Choisir des végétaux adaptés aux contraintes urbaines, au changement climatique, préserver la biodiversité, réduire les risques épidémiologiques et économiser l'eau. Tout ça grâce à une collecte et un partage de données communes dans une base de données. La démarche, donc il y aura plusieurs phases de développement. Une première phase de développement avec un inventaire et un diagnostic de base, donc ce sera le premier module. Un deuxième module qui vise à favoriser la connaissance de la séquestration du carbone par les arbres. Et un troisième module sur les îlots de chaleur à l'aide d'objets connectés type sonde thermique ou sonde tensiométrique pour l'optimisation des besoins d'irrigation. Et c'est sur ces différentes phases que VGPOLIS va pouvoir m'aider dans mon projet. L'équipe, alors il y a tout d'abord moi-même, Isabelle Legris, qui suis en charge du développement technique. Je suis paysagiste et technicienne de l'arbre ainsi que forestière depuis plus de 10 ans. Sophie Lyonnais, qui sera responsable du marketing et de la commercialisation, qui est paysagiste et pépiniériste. Et il y a aussi une personne, bien sûr, qui est spécialisée dans l'informatique, qui viendra nous rejoindre ultérieurement. Notre positionnement concurrentiel, donc on a tout d'abord des bureaux d'études, je dirais classiques, qui font des inventaires type traditionnel. Bien sûr, il y a l'ONF, et on voit l'apparition de nouvelles applications, comme iTree, qui est américain, Aliver Tree Management, Arborescence, TER Consult. Donc, toutes ces applications, Triloxia, lui, se différencie par l'utilisation d'objets connectés en plus de l'application et le recours à un technicien forestier. Donc, je vais passer rapidement sur les coûts, l'estimation des coûts annuels par rapport à un entretien classique. Mais on voit que Triloxia permet de faire une économie d'échelle sur le coût d'un inventaire. Notre objectif, c'est d'arriver à l'équilibre après avoir obtenu à peu près entre 25 000 et 35 000 arbres, ce qui correspond à une agglomération à peu près comme Grenoble. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Isabelle. Juste pour 5 minutes. Oui, vous avez très bien tenu. Je vais passer la parole maintenant à AgriBuilders. Je pense que vous êtes plusieurs personnes. Oui. Antoine Boudon, Alexis. C'est moi qui vais faire la présentation. Enfin, c'est moi qui vais prendre le partage d'écran. Alors, quand vous dites moi, je ne vois... Présentez-vous. Antoine Boudon. C'est moi, Antoine, qui vais... D'accord. Ouais. OK. Donc là, par contre, on ne vous voit pas l'écran, Antoine, hein, on ne voit pas la caméra. A priori, moi, j'ai ma caméra qui est activée. Je vais essayer. Déjà, je vais faire un partage d'écran et puis je vais regarder derrière. Ouais. Normalement, vous devriez avoir le partage d'écran. Ah, ça y est, parfait. Marie-Hélène, on a aussi votre caméra, si vous pouviez la désactiver. Je vais essayer de voir. Voilà. OK. C'est tout bon? Allez-y, je vous laisse. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Je me présente, Antoine Boudon, de l'équipe AgriBuilders. Pour commencer cette présentation, je vais vous proposer de vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Et cette personne, c'est Claude. Alors, qui est Claude? Claude est agriculteur depuis plusieurs dizaines d'années. Il possède 60 hectares de noyers en région Rhône-Alpes. Et depuis quelques temps, il a l'impression que tout se complique dans son métier, que tout s'accélère à un rythme infernal. En 2012, il a vu pour la première fois ses vergers de noyers ravagés par un papillon, le Carpocaps, qui pond dans les fruits et qui a causé la perte de 30% de ses récoltes. Les années suivantes, il s'est prémuni contre ce ravageur en traitant ses arbres plusieurs fois par saison avec des pesticides, ce qui est contre ses valeurs puisque jusqu'alors, il n'avait jamais eu besoin de phytosanitaires pour obtenir de bons rendements. Désormais, il s'inquiète à la fois pour sa santé et pour la biodiversité de son exploitation. En 2014,
Il a entendu parler pour la première fois d'une méthode de lutte biologique contre le carpocaps, qui lui a été présentée comme idéale, la confusion sexuelle. Le principe de cette méthode est d'empêcher les insectes mâles et femelles de se reproduire grâce aux phéromones par lesquels ils communiquent et se repèrent mutuellement, et ce durant toute la saison de reproduction. Incapables de distinguer les vrais phéromones de celles émises artificiellement dans l'air, les insectes de l'espèce ciblée seront aussi incapables de se rencontrer, et les dommages causés sur les parcelles peuvent être évités beaucoup plus efficacement qu'avec des pesticides. Le seul bémol, les phéromones sont contenus dans des colliers souples, comme vous pouvez le voir sur ces images, qui doivent être disposés en haut de chaque arbre, des arbres qui, dans le cas de Claude, peuvent mesurer plus de 15 mètres de haut sur ces parcelles de noyers. Il devrait donc utiliser une nacelle pour atteindre tant bien que mal la cime de ces milliers d'arbres. Ceci lui prendrait un temps considérable, et puis il n'a pas forcément de nacelle à disposition et ne se sent pas forcément prêt à en acheter une pour lui seul. Donc il va devoir faire un compromis. Claude doit-il continuer à épandre des pesticides sur ses vergers, comme il le fait aujourd'hui, ou préfère-t-il adopter la confusion sexuelle qui certes est certifiée en agriculture biologique avec un meilleur rendement, mais demande aussi de gros efforts? En lieu et place de compromis, nous avons apporté une approche innovante pour repenser la lutte contre les ravageurs sur les noyers. C'est notre projet Phérodrone sur lequel nous travaillons depuis le début de nos études à l'École centrale de Lyon avec une équipe de 3 ingénieurs que je représente ici avec Antoine Duchemin, Alexis Trubert et moi-même. Pour répondre à ces problématiques, on a développé le système Phérodrone, qui est un système de largage autonome qu'on peut embarquer sur n'importe quel drone du commerce. En pratique, on utilise un drone dit industriel, qui sont fiables, type de drones qui sont fiables et performants. Le système est équipé de notre système. Un drone peut emporter 65 colliers de phéromones et le largage de ces 65 colliers va s'effectuer en 15 à 20 minutes. Donc pour 1 hectare de noyer, il va falloir 100 colliers, donc ça représente moins de 30 minutes de vol. Donc on est 4 fois plus rapide que la pose manuelle avec nacelle, qui en plus est dangereuse pour l'agriculteur puisqu'on déplore chaque année des accidents. On a pu valider le système sur le terrain en présence d'agriculteurs au cours d'expérimentation en lien avec une chambre d'agriculture et une station de recherche sur la noix. Et à chaque fois, on a confirmé les attentes qui sont importantes des agriculteurs vis-à-vis du service de pose que nous allons leur proposer. Service de pose que nous allons commercialiser dès cette année. Je dis bien service parce que l'idée, c'est d'envoyer un télépilote de drone professionnel sur les parcelles d'agriculteurs qui lui fournira les colliers de diffuseurs dans un premier temps et qui sera facturé à l'hectare et c'est le pilote qui va se charger de la pose. Donc au niveau du marché, notre première cible, c'est le marché des noyers et des châtaigniers qui représentent respectivement 22 000 hectares et 7 000 hectares en France, dont une bonne partie en Rhône-Alpes, là où nous sommes basés pour l'instant. Et c'est donc le premier bassin de production en France pour ces fruits. Dans un second temps, on pense aussi aller vers d'autres types de cultures comme les fruits à pépins, pommes, poires, où il y a les mêmes problématiques de ravageurs, où la confusion par phéromones est développée, mais où il y a parfois des manques de main-d'œuvre pour la pose des diffuseurs. Notre modèle d'affaires, c'est donc de faire de la prestation de service facturée à l'hectare. Et le prix qu'on pense proposer, il est de 115 € par hectare pour le service de pose. Et ça correspond en fait à s'aligner sur une solution concurrente, mais qui est moins efficace. À ce prix, le seuil de rentabilité il se situera autour de 2200 hectares traités par an. On pense atteindre ce seuil en 2023, c'est-à-dire au moment de notre 3e année d'activité. Et d'ici là, on va effectuer nos premières prestations commerciales en 2021. On va les assurer par nous-mêmes, avec pour objectif de traiter 200 hectares, de manière à appréhender dans un premier temps la logistique à mettre en œuvre, et puis ensuite avant de monter en puissance les années suivantes en recrutant des pilotes. Pour mener à bien ce projet, on a besoin d'accompagnement sur différents aspects, par exemple la mise en relation avec des acteurs de l'arboriculture, de l'accompagnement sur le développement économique et éventuellement aussi de la recherche de financement. C'est ce qu'on est venu chercher en partie sur ce concours. Et donc, pour conclure, notre ambition, c'est de contribuer à notre échelle à rendre l'agriculture d'aujourd'hui et de demain un peu plus durable et un peu plus respectueuse de la biodiversité. Merci de votre attention. Merci à vous trois. Donc, je vais passer la parole maintenant à Irène Marie-Pierre Basset. Oui. Alors, attendez, je retrouve.
Voilà, Marie-Pierre, vous devez avoir la main. C'est bon. Alors. C'est bon, vous me voyez? Vous C'est voyez mon parfait. écran? Merci. Vous pouvez y aller. Ma start-up Irène est spécialisée dans les compléments alimentaires innovants à base de fruits et de légumes. Aujourd'hui, il existe 2 enjeux environnementaux et de santé publique en France qui sont le gaspillage alimentaire et l'alimentation déséquilibrée. Le gaspillage alimentaire qui concerne notamment les fruits et légumes qui représentent 10 millions de tonnes de jetés par an, ce qui correspond à 362 milliards d'euros en 2019 de pertes, dont 24% de légumes, 22% de fruits, 30% qui n'arrivent pas du champ à l'assiette, ce qui correspond à une émission de CO2 par an de 15 millions de tonnes et 3% du gaz à effet de serre. La loi anti-gaspillage prévoit de réduire de 50% le gaspillage alimentaire d'ici 2025. L'autre enjeu de santé publique, c'est l'alimentation déséquilibrée, qui correspond notamment à une diminution de la consommation de fruits et de légumes, une augmentation de la consommation de produits salés et sucrés, ainsi que de produits ultra-transformés. Les conséquences de cette alimentation déséquilibrée sont notamment une dysbiose au niveau des différents microbiotes de l'organisme, mais aussi un stress oxydant accru auquel l'organisme ne peut faire face, dû à une accumulation de radicaux libres, ainsi que des carences en fibres et nutriments, tout ceci entraînant des conséquences pathologiques et des déséquilibres physiologiques. J'ai créé un mélange que j'ai appelé Prébioxy, qui est issu de légumes invendables de producteurs locaux, qui étaient destinés à être jetés pour des raisons de calibrage. Je ne peux vous en dire plus sur sa composition, car ce mélange il est en cours de dépôt de brevet. Il sera dans toutes mes formules et il répondra aux attentes actuelles des consommateurs en termes de médecine douce, sécurité et éco-responsable, et sera donc en accord avec la loi anti-gaspillage. Mes compléments alimentaires auront donc des formules nouvelles et différentes de la concurrence, avec donc ce mélange prébioxy dans toutes mes formules, mais aussi des fruits et des légumes sous forme de poudre et d'extrait pour avoir une sécurité pour le consommateur, ainsi que de la micronutrition pour avoir les allégations santé. Le marché des compléments alimentaires est un marché porteur et en croissance positive depuis plusieurs années en France. Il correspondait à un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros en 2019, dont les pharmacies et le web, qui sont les 2 secteurs les plus en croissance en ce moment. La crise du coronavirus leur a été favorable, puisque début avril, on était à plus 56% de ventes. Il existe bien sûr des leaders sur le marché de compléments alimentaires, mais on a aussi des startups émergentes qui se différencient notamment au point de vue de la communication, qui est active notamment sur les réseaux sociaux, sur le site internet, mais aussi sur différents labels sur leur packaging et des formes galéniques plus ou moins innovantes. Seulement tous ont des formules similaires et aucun ne s'est intéressé au gaspillage alimentaire dans ces formules. Les attentes et les besoins des consommateurs aujourd'hui, justement, ils veulent des produits éco-responsables, issus de circuits courts. Ils veulent aussi éviter ce gaspillage alimentaire. Ils ont cette notion d'urgence écologique, de protection de la planète et de l'environnement. Ils veulent avoir recours à une médecine naturelle, contrôler leur santé et leur corps, avoir une sécurité de ce qu'ils ingèrent et une protection de microbiote. Je suis pharmacien, j'ai 17 ans d'expérience en officine. Je viens de valider un master pour développer des compléments alimentaires innovants. Je suis entourée de partenaires stratégiques. Aujourd'hui, donc mon but, c'est de lancer 5 compléments alimentaires d'ici mars 2021 auprès de pharmaciens qui les revendront à des consommateurs. Et donc, je souhaite sortir des produits innovants et éco-responsables issus d'invendables alimentaires pour allier équilibre, énergie et nutrition. Je vous remercie. Merci, vous avez bien tenu largement dans le temps. Alors, je ne sais pas si je vais bien prononcer, Sesquium. Donc, Mathieu Cardo. Donc là, j'ai votre présentation. Est-ce que c'est moi qui poursuis ou est-ce que vous voulez… Si ça vous embête pas, on pourrait peut-être essayer une dernière fois. Et puis sinon, vous pourriez me le présenter. D'accord. Donc là, je vous… Alors, Mathieu.
Donc là, Ah, je vous ai donné la main. Voilà. ouais. Est-ce que vous voyez quelque chose là? Parce que je crois que c'est bon de Nous, mon on côté. voit bien. Alors, on voit aussi Alors, toutes les slides sur le côté, mais attendez, je vais mettre le diapo. Voilà. Bon, ben, voilà. je crois qu'on est bon. Eh ben, allez-y, c'est Alors parti. moi, je viens vous parler du projet Sibilem. Le projet Sibilem, c'est un projet de développement d'un ingrédient nutraceutique à destination B2B des sociétés de compléments alimentaires qui souhaitent proposer à leurs clients une alternative innovante pour le stress. Le stress parce que 2 tiers des Français disent souffrir de celui-ci et en 2015, 65 millions de boîtes de benzodiazépines ont été achetées. Alors, ceci dit, en 2019, le segment stress, humeur et sommeil a représenté 225 millions de chiffre d'affaires sur le marché des compléments alimentaires. Et on a observé en 2020, entre juillet 2019 et juillet 2020, une croissance en pharmacie de 9%. Donc, il y a quand même un intérêt pour les alternatives naturelles qui a été confirmé par l'arrivée du CBD ces dernières années, qui est cet extrait de chanvre plus ou moins purifié qui ne possède pas de propriétés récréatives et qui, une fois le buzz passé, on constate quand même qu'il est consommé avec une certaine efficacité pour ses propriétés anti-stress, propriétés d'amélioration de l'humeur, du sommeil et comme antidouleur. Alors, même si certains pensent que le CBD va représenter 1,5 milliard d'euros d'ici 2023 en Europe, sa commercialisation comporte quand même un certain nombre d'incertitudes légales et réglementaires. C'est pourquoi nous, on propose Sibilem, dont l'objectif est de proposer une alternative naturelle, innovante, efficace, sûre, sans ambiguïté et j'ajouterais non récréatif, c'est important. Sibilem, c'est l'association de 2 ingrédients végétaux, une oléorésine et une huile essentielle, qui sont sélectionnés pour leur composition phytochimique. Elles sont présentes sur les listes réglementaires européennes qui autorisent leur utilisation et on est en train de travailler sur un procédé qui permettra d'obtenir une poudre stable et homogène qui sera la forme idéale pour la formulation galénique des compléments alimentaires. Alors, innovante parce que l'action pharmacologique de Sibilem, des 2 composants de Sibilem, agissent sur le système endocannabinoïde, qui est le système biologique sur lequel le CBD agit. Et en effet, les essais in vivo dans la littérature ont démontré que ces ingrédients ont des effets similaires au CBD et on observe les effets recherchés notamment par les consommateurs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, sommeil, stress et humeur. Alors aujourd'hui, Cescium, c'est 2 personnes. Moi-même, Mathieu, je suis phytochimiste. J'ai travaillé pendant 8 ans dans l'industrie nutraceutique à des postes de R&D. J'ai eu l'occasion de mettre au point plusieurs ingrédients qui sont aujourd'hui commercialisés. Je suis accompagné par Marion, qui est pharmacienne, phytochimiste également, et qui a travaillé dans l'industrie nutraceutique pendant 10 ans à différents postes, qui lui donnent une visibilité de tout le process. Elle s'est spécialisée depuis dans le marketing scientifique. Alors, ce qu'on a fait depuis qu'on a démarré ce projet, alors on a surtout levé un certain nombre de verrous. On a eu l'occasion, à travers la qualification des prestataires et des fournisseurs, de valider la faisabilité économique du projet. C'était une étape importante. On est en train d'organiser un essai pilote pour début 2021 qui va nous permettre de valider la faisabilité technologique du projet. À l'issue de quoi on validera le statut réglementaire du produit auprès de la DGCCRF et probablement d'autres entités européennes qualifiées. Et une fois que ce statut sera validé, on pourra partir à la recherche d'un partenaire pour lancer les essais labo pour démontrer notamment l'efficacité in vivo, notamment chez le rongeur, et valider l'innocuité toxicologique du produit. Voilà, nos attentes. Ça, j'ai eu l'occasion de rencontrer des partenaires hier et de discuter avec eux, donc ça, c'était très intéressant. Je vous remercie de votre attention, et voilà. Merci beaucoup. Vous avez tenu dans les temps aussi. Donc, je vais passer la parole au projet BOSS, donc Frédéric Chauffour et Omae Pozza. Lequel de vous 2 prend la main? Ouais. C'est bon. J'ai pas compris, excusez-moi. Oui, ça sera Frédéric Chauffour. On est tous les 2 sous la même, avec la même caméra. D'accord. Voilà, normalement, vous avez la main. Oui. Hop, je remets à la première page.
Si vous pouvez mettre en plein écran. Voilà, c'est parti. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes Omae Pozza et Frédéric Chauffour et nous allons vous présenter le projet BOSS pour Booster of Seeds and Seedlings qui développe des solutions d'activation de la germination à destination des semenciers. Pour améliorer et uniformiser la qualité des semences, qui sont le vecteur majeur de performance agricole, des traitements de semences sont couramment employés par les producteurs. Et parmi ces traitements, il existe le priming, qui est un traitement de pré-germination qui est couramment utilisé par les semenciers pour améliorer la qualité germinative de leur lot de semences. Malheureusement, les primings tels qu'ils sont réalisés aujourd'hui présentent l'inconvénient majeur de réduire la durée de conservation des lots traités, ce qui entraîne d'importantes pertes sèches et des grosses contraintes logistiques pour les producteurs. Et un autre point faible du priming, c'est qu'aujourd'hui, il ne permet pas de protéger contre les pathogènes. C'est pour toutes ces raisons que nous avons développé un traitement d'amélioration endogène de la germination, que nous avons appelé le Smart Priming BOSS, qui combine un savoir-faire secret et des formulations chimiques qui sont protégées par un brevet en cours de validation. Ce traitement est sur mesure, donc c'est-à-dire que vraiment il s'adapte à chaque lot de semences et c'est une technologie qui est utilisable aussi bien en agriculture conventionnelle qu'en agriculture biologique. Grâce à ce traitement que nous avons développé pendant ces 4 dernières années, nous sommes en mesure d'améliorer plusieurs paramètres de la qualité des semences et de proposer des solutions à la carte en fonction des besoins des producteurs. Notre technologie, elle permet d'améliorer la germination en conditions optimales et en conditions défavorables. Et nous avons entre nos mains la seule technologie qui permet d'améliorer la durée de conservation des semences et qui permet donc le report de l'eau de plus d'1 an. Et le point sur la protection des jeunes plants est un point que nous avons prévu de travailler sur l'année qui vient. Notre technologie, elle est innovante aussi parce que nous sommes un corps scientifique et très technique, donc avec Frédéric et Loïc Rajoux. Et nous avons été rejoints par Hugues Dumas qui a plus de 15 ans d'expérience dans le domaine agri-agro et qui nous accompagnera sur la stratégie business. Et puis, nous avons su aussi nous entourer de dirigeants de grands groupes agri-agro et d'experts scientifiques qui rejoindront notre advisory board. Donc nous espérons pénétrer durablement le marché des traitements de semences. C'est un marché très dynamique en pleine expansion. Par ailleurs, le marché des semences, c'est-à-dire celui de nos clients, suit la même tendance. Aujourd'hui, il y a de nombreux acteurs au sein de ce marché, avec par exemple plus de 7000 producteurs de semences en Europe. On a une concurrence qu'on a bien identifiée, elle est de 2 types. Déjà, des entreprises qui proposent des solutions de priming, donc ce sont des entreprises pérennes. Par contre, d'après nos contacts nous ont confié qu'ils n'étaient pas très satisfaits des solutions qu'ils proposent. Il y a aussi une concurrence de type do-it-yourself qui est caractérisée par des entreprises, plus souvent c'est des grands groupes semenciers qui développent en interne des solutions de priming. Nos clients principaux seront les semenciers de taille intermédiaire, c'est-à-dire qui ont des chiffres d'affaires plutôt conséquents, qui sont en forte demande de technosemences, mais qui n'ont pas véritablement les moyens de faire ce type de traitement. Et ils ont des besoins assez importants de 1 à 3 tonnes de semences à traiter par an. On va viser en particulier les semences potagères, parce qu'il y a une très forte demande en technosemences. Ce sont des semences à très forte valeur ajoutée, avec l'exemple du kilo de semences de tomates à plus de 60 000 €. Et ce sont aussi des petits volumes de lots de semences, et donc tout à fait gérables pour une petite structure comme la nôtre. On a des ambitions européennes, donc de travailler avec différents producteurs de semences européens, mais on va favoriser les semenciers qui sont présents sur le territoire français, en particulier sur le territoire d'action du pôle Végépolis Vallée. Qu'est-ce qu'on va proposer à ces gens-là, à ces producteurs de semences? Déjà des prestations de conception de traitement sur des nouvelles espèces, des essais de faisabilité pour tester notre technologie et de prouver son efficacité, et à terme des traitements sur mesure sur des lots entiers. Dès 2022, directement chez des producteurs en utilisant leur ligne de production, et à partir de 2024, en interne dans une usine. Notre ambition d'ici 5 ans, c'est d'être une PME qui soit implantée sur le territoire angevin, donc vraiment un territoire stratégique dans la filière semences et plants, qui dispose d'un département technosemences et d'une usine de traitement, avec l'objectif de traiter 2 tonnes de semences par an et réaliser un chiffre d'affaires de 6,7 millions d'euros. L'année 2021 va être charnière pour nous, parce que déjà, nous allons créer notre entreprise en 2021, puis nous allons nous installer sur notre centre de technosemences sur le Farming Lab situé à Grignon dans les Yvelines. Nous allons aussi rechercher des financements avec l'objectif de lever 600 000 €. Cela va nous permettre de continuer notre programme R&D, mais aussi de débuter
notre démarche commerciale avec l'objectif de finaliser 5 contrats, dont 2 qui sont en cours de négociation. Donc, ce n'est pas un hasard si on est venu voir VG Police Valley, parce que VG Police Valley et ses partenaires sont situés sur le territoire stratégique de la filière semences et plants, et on va compter sur leur réseau pour nous mettre en relation avec des partenaires académiques, industriels et financiers, de nous accompagner pour qu'on mène à bien notre projet et de nous donner de la visibilité grâce à un affichage avec VG Police Valley. Et merci. On sera voisins avec eux d'ici 5 ans. Merci. On arrive au terme. Merci à vous deux. Donc, on va passer maintenant à Ergaia, Fabien Cuc et Vincent Mallet. Bonjour. Alors, à qui je transmets la main? Fabien Cuc, normalement. Fabien Cuc, voilà. Repérer. Je vous ai transmis la main. Voilà. Si vous pouvez mettre en plein écran, et c'est parfait. Allez, une seconde. Du coup, est-ce que je l'ai en plein écran? Vous êtes en plein écran ou non? On a plutôt la Outlook là. On a quitté le PowerPoint. Non. Bon. Voilà. Là, c'est bon? Oui, là, c'est bon. Si vous réduisez un petit peu. Voilà. C'est parfait. Ergaia, c'est l'efficacité énergétique au service de l'agriculture moderne. Ergaia s'adresse à la culture sous serre. Les grandes serres modernes ont beaucoup d'avantages, comme par exemple de permettre la division par 10 des consommations d'eau, ou encore de faciliter la culture sans pesticides. Mais elles ont encore des progrès à faire en matière de consommation d'énergie, et c'est l'objectif d'Ergaia. Notre projet porte sur la déshumidification des serres. Il faut savoir que les plantes dégagent de l'humidité par évapotranspiration, mais un air trop humide ralentit la croissance et est facteur de maladies cryptogamiques. Il faut donc déshumidifier. Généralement, on déshumidifie par chauffage et aération, mais en aérant, on perd une grande partie de l'énergie de chauffage et on risque de faire rentrer des maladies et des ravageurs. Il y a 10 ans, une nouvelle génération de déshumidification s'est développée. Ils ont ouvert la voie, montrant qu'il est possible de déshumidifier autrement que par chauffage et aération, mais ils présentent un certain nombre de limites que le concept Ergaia permet de solutionner. Alors, notre concept, qui est basé sur les énergies renouvelables, s'articule autour de 3 composants, qui sont une pompe à chaleur, un stockage et des modules de déshumidification. La première innovation est que nous parvenons à intégrer ces modules dans les serres où la végétation occupe tout le volume, comme les serres de tomates, qui sont le cœur de marché. Ensuite, à l'aide d'une supervision, nous avons une gestion climatique optimale qui nous permet de tirer le meilleur de nos 2 autres innovations, qui sont le stockage et ces modules de traitement d'air multifonction. C'est vraiment un concept unique sur le marché pour lequel nous avons déposé 2 brevets. Le stockage fonctionne parce que nous déshumidifions avec un échangeur froid, et plus cet échangeur est froid, plus on a de la puissance. Eh bien, nous arrivons avec notre stockage à être juste au-dessus de 0 degré, donc nous avons une température qui nous permet de doubler la puissance par rapport aux solutions du marché, tout en restant au-dessus de 0 degré, donc sans le moindre risque de givrage, ce qui est très intéressant pour les serres froides. Autre avantage du stockage, c'est que cela nous permet de lisser les appels de puissance sur 24 heures.
nous avons conçu des caissons de déshumidification qui permettent 4 modes de fonctionnement et leur combinaison. Un mode de déshumidification, du chauffage, du rafraîchissement et du brassage ou de la ventilation. Au niveau des avantages qu'on peut avoir avec ce système, on sait que les agriculteurs cherchent à réduire les traitements phytosanitaires. Notre système sécurise les récoltes et favorise le passage au label sans pesticides ou bio. On cherche également à faire des économies d'énergie. Alors, notre système permet des économies d'énergie sur le chauffage qui représentent environ 40 tours de la terre en voiture par an et par hectare. Les agriculteurs cherchent également à déshumidifier sans chauffer dans les périodes finalement les plus chaudes de l'année. Notre système est le seul qui permet ça aujourd'hui. Enfin, on cherche à produire avec des récoltes régulières et qualitatives et l'optimisation de la gestion climatique liée à notre système va améliorer les rendements et stabiliser les récoltes. En termes de marché, nous avons aujourd'hui en France 1000 hectares de serres chauffées, 6000 hectares de serres froides et plus de 1000 hectares de serres horticoles. Donc le marché est important et de nombreux projets potentiels sont possibles sur le secteur angevin. Les marchés émergents sont le cannabis thérapeutique et les fermes urbaines, pour lesquelles, dans ces cas, les besoins de déshumidification sont très élevés, avec des enjeux financiers très importants. Bien entendu, tous ces marchés se déclinent à l'international. Alors, au niveau de l'équipe, nous sommes 2 ingénieurs avec des profils différents et complémentaires. Donc, je suis ingénieur arts et métiers et Vincent est thermicien. Ça nous permet d'avoir une expertise complémentaire. Pour notre plan de travail de l'année prochaine, nous prévoyons de créer l'entreprise en tout début d'année et d'intégrer l'incubateur d'Occitanie. Nous allons passer le premier semestre pour finaliser les prototypes et réaliser les essais. Et nous prévoyons d'installer des sites pilotes sur la deuxième partie de l'année avec des prospects avec lesquels on a déjà engagé des discussions et éventuellement sur d'autres projets. Pardon. Notre motivation pour la participation au concours, elle porte bien sur les échanges et les rencontres qu'on a pu avoir avec les équipes de VG Police Vallée, qui est le premier pôle français pour la culture sous serre. On cherche à nous faire connaître et à élargir notre réseau, à créer des partenariats locaux, en particulier pour les projets pilotes en région, avec des producteurs et des experts qui pourront nous aider à monitorer les résultats de nos pilotes d'un point de vue agronomique et énergétique. Et bien sûr, on cherche des financements pour lancer notre activité. Merci. On arrive au terme. Merci à tous les deux. Alors. Bonjour. Donc, je vais passer la parole maintenant à Jean-Michel Saubier. Donc, Jean-Michel, c'est moi qui défile les slides. Oui, voilà. Tout à fait. Merci. Bonjour à tous. Je vais d'abord me présenter. Donc, Jean-Michel Saubier. Je suis âgé de 57 ans. Je suis exploitant agricole basé dans le bocage vendéen, en GAEC, à 3 associés, en polyculture élevage, production laitière et un assolement de cultures assez diversifié. Donc le premier point, s'il te plaît Emmanuel, concernant l'objectif de ce projet, c'est de pouvoir produire à grande échelle un concentré de protéines pouvant se substituer au tourteau de soja importé, et ce à un prix équivalent à celui pratiqué aujourd'hui, autour de 330 € la tonne. Ce tourteau de soja est assimilé à une culture OGM. Ce tourteau de soja importé est assimilé à une culture OGM, à une utilisation massive de glyphosate à grande échelle, une déforestation continue en Amérique du Sud et une empreinte carbone désastreuse par rapport au transport terrestre et au transfert vers les continents où il est consommé. Donc très clairement, la société civile aujourd'hui ne veut plus de ce modèle
Et on a tout lieu de penser que dans les années qui viennent, ce tourteau de soja OGM importé sera définitivement exclu de notre programme d'alimentation vis-à-vis des animaux. Donc, pour le point suivant, point 2, quelles sont les solutions alternatives aujourd'hui qui sont accessibles pour nos éleveurs? On a bien sûr l'utilisation de tourteaux de soja non OGM, mais ça représente plus 80 € la tonne de surcoût, ce qui est un problème majeur. L'utilisation de tourteaux de colza et de tournesol qui existent déjà aujourd'hui ne pourra jamais compenser à la production les 3,2 millions de tonnes de soja importées. Nous avons aussi la possibilité d'avoir des cultures riches en protéines, telles que le lupin, la févrole, mais ce sont des cultures qui ont des rendements aléatoires et des marges qui sont insuffisantes pour les producteurs en grande culture. Quant au soja qui commence à être cultivé en France, les besoins en eau sont très conséquents, comparables à un maïs. L'amélioration génétique est bien sûr bénéfique, mais ça s'inscrit dans un temps long qui ne donnera pas de résultats à court terme. Enfin, le plan protéines, je crois que c'est le 7e qui se met en place. S'il part sur les mêmes schémas, on a tout lieu de penser qu'on obtiendra les mêmes résultats, c'est-à-dire un échec une fois de plus. Donc, en ce qui concerne la proposition innovante à cette problématique, le point suivant, s'il te plaît. Donc, nous avons à profusion et à nos pieds une quantité de protéines très importante au travers des cultures de légumineuses que sont nos trèfles et la luzerne, récoltées en végétation et stockées en milieu anaérobie. Si cette famille de plantes est relativement riche en protéines, la présence de cellulose, à la fois volumineuse et peu nutritive, limite la concentration des protéines présentes dans la plante. Par conséquent, et c'est le cœur de ce projet, pourquoi ne pas envisager de dissocier la cellulose du contenu cellulaire pour mieux accéder aux protéines contenues et procéder par la suite à un concentré de protéines qui, là, pourra se comparer à un tourteau de soja. Point suivant. Néanmoins, la seule valorisation des protéines qu'on aura récoltées ne pourra pas pouvoir amortir un investissement qui sera de toute façon conséquent. D'où, pour nous, la nécessité de valoriser la biomasse résiduelle après extraction des protéines. Cette valorisation pourra être avantageusement réalisée par la technologie démontrée de la pyrolyse et de la gazification pour accéder au dihydrogène contenu dans cette biomasse et obtenir au final un biochar contenant le CO2 capté par la plante pour son développement. Donc, l'originalité du dossier réside dans le stockage de la biomasse par voie humide et qui permettra de saturer un outil industriel 24 heures sur 24, 365 jours par an. L'extraction des protéines et sa valorisation se fera à partir de biomasse et non pas de graines. Il est intégré dans le modèle proposé la valorisation pour partie des sucres par la voie biologique. Enfin, la recherche de valeur ajoutée sur la biomasse résiduelle hors périmètre agricole sera déterminante pour la rentabilité globale. Je suis obligé d'en rester là, j'ai passé mon temps, je n'ai pas tout à fait terminé. Je vous remercie quand même. Merci. Merci Jean-Michel. Bien, donc on va passer. Alors, j'ai dû aller trop vite. Non. Technovital, c'est Monsieur Auréjac. Oui, bonjour. Oui. C'est vous qui avez la main ou? Alors, je vais vous donner la main un instant. Par contre, je vois qu'il y a des micros que je vais être obligée de couper. Voilà. Alors, Jean-Michel, voilà, si tu peux couper ta caméra aussi.
Voilà. Hein? Et moi aussi. Voilà. C'est à vous. Est-ce que c'est bon pour vous? Parfait, on voit bien. Parfait. Bonjour, je me présente Alain Auréjac, 58 ans, parcours 35 ans, 20 ans dans l'agrofourniture, semences et phytosanitaires, et 15 ans dans la distribution agricole, coopérative et privée. Alors, voilà. L'enjeu du projet, on part du constat aujourd'hui que le marché français des phytosanitaires, des produits phytosanitaires, c'est 65 à 68 000 tonnes par an, un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros pour les marchés viticulture, arboriculture, maraîchage, grande culture et élevage. L'enjeu du projet, c'est la réduction de la consommation de produits phytosanitaires qui est demandée par les citoyens et les consommateurs, relayée par les politiques avec l'objectif de réduire de 50% ces produits-là à 2025. Le projet et la particularité du projet, c'est aussi, non content de baisser les phytos, c'est aussi le fait qu'on va pouvoir économiser l'eau dans la même proportion, de 30 à 50%. Et tout ça, étant du milieu agricole et dans le milieu agricole, le projet se veut aussi à préserver, voire améliorer le revenu des agriculteurs tout en abaissant les phytos, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas dans ce qui est proposé, puisqu'il n'y a souvent pas d'alternative donc à certains retraits de produits, alors que nous, le projet va permettre justement de préserver le revenu, voire de l'améliorer au niveau des agriculteurs. Et il y a un enjeu aussi, puisqu'il y a 2 unités matérielles qui seront proposées au marché, et pour l'autre unité, elle a pour objectif de protéger les préparateurs des produits phyto en amont de l'application dans les champs. Cette solution, ces 2 unités, donc avant de vous les présenter, donc vous l'avez compris, c'est réduction des phytos, mais aussi, et j'y tiens, et c'est un axe majeur de notre projet, c'est de pouvoir travailler des solutions nouvelles de type biocontrôle et de type biostimulant. Alors les biocontrôles, c'est des produits utilisant des mécanismes naturels, donc qui sont tout à fait naturels, et les biostimulants, c'est des produits, enfin des produits, oui, qui permettent de stimuler les défenses naturelles des plantes, à savoir extrait d'algues, extrait de plantes, bactéries, mycorhizes ou autres. Et en fait, donc l'unité, la première, donc, qui est l'axe majeur de notre projet, c'est l'unité de traitement de l'eau, qui est là pour travailler, enfin, qui va régler le pH, l'électroconductivité et la température de l'eau pour améliorer l'efficacité du produit et l'assimilation par les plantes au champ. Donc en fait, on travaille sur l'eau et on la met à l'optimum, sachant que chaque unité de traitement de l'eau sera spécifique à chaque point d'eau, puisqu'elle sera réglée, elle aura un réglage spécifique en fonction de la prise d'eau qui sera faite au préalable et suivant la composition physico-chimique de l'eau. La deuxième unité, c'est l'unité automatisée de préparation des bouillies, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les agriculteurs préparent des bouillies de manière artisanale, on va dire ça comme ça, et parfois un peu à la méthode Zola, comme on dit chez nous. Et aujourd'hui, on se propose, ça existe aujourd'hui dans les stations semences, mais ça n'existe pas au niveau des agriculteurs. Pourquoi? Parce que c'est très complexe, parce qu'il y a beaucoup de produits et différentes formes de produits, liquides, poudre ou granulés. Et on se propose, l'enjeu est important et pas facile, de mettre en place des préparations des bouillies totalement automatisées où l'applicateur n'aura aucun contact avec les produits. Et donc préserver sa santé. Aujourd'hui, comment ça se présente? Donc on est en phase donc, de création d'un algorithme, puisque aussi, vous le savez, au 1er janvier 2021, il y a la séparation du conseil et la vente. Et donc il est important que l'exploitant demain, l'agriculteur, puisse avoir toutes les données pour pouvoir prendre les bonnes décisions et en bonne connaissance de cause, d'où l'algorithme permettra à la fois d'avoir des données météo, toutes les données réglementaires via la structure LexAgri, donc qui est la structure reconnue nationalement et officiellement et qui donc est à jour au quotidien, et bien sûr les données du conseiller qui viendra donc alimenter le choix, et sachant que le décisionnaire au final, c'est bien l'exploitant agricole, l'utilisateur.
Et donc, vous avez en bas du message, de la diapo, pardon, l'unité de traitement de l'eau, ça se présente un peu comme ça, et à gauche, l'unité de préparation de bouillie qui existe et que j'ai été amené à mettre en place en 2010 dans une station de semences que je pilotais, que j'ai dirigée, donc à Artenay, dans le Loiret. La structure juridique, elle est composée à 5... On arrive au terme. Une petite phrase de conclusion. Alors, la phrase de conclusion, elle est là. Donc, on est prêt à démarrer donc, sur 2021. Aujourd'hui, on a besoin de financement de 300 à 500 000 euros et l'intérêt d'avoir concouru à ce projet, à VG Police Vallée, pardon, c'était pour avoir un accès à la communication de manière plus large. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Alors, on va passer au 9e projet. Christophe Philippe ou Éric Froissart pour Tableware Chambre. Est-ce que vous êtes là, Éric Froissart? Éric Froissart, est-ce que vous êtes là? Je peux finir. Écoutez, je l'ai vu arriver tout à l'heure, donc il a dû avoir un souci. Je vous propose de passer au pitch suivant et puis on reviendra vers lui s'il peut nous rejoindre. Donc, le suivant, c'était la tannerie végétale Fanny Delage. Alors, Fanny Delage, est-ce que vous êtes là? Oui, oui, je suis là. D'accord, ça y est, je vous ai trouvé. Voilà, je vous passe la main. Voilà, je vous laisse mettre en plein écran et c'est à vous. Bonjour, c'est bon, vous avez tout? Le son et l'image? C'est parfait. Ok. Alors, je suis Fanny Deléa, je suis ingénieure chimiste et docteur en sciences des matériaux et je me suis associée à Jim Goudineau, qui est ingénieur chimiste aussi, mais qui s'est reconverti en tant que directeur commercial et nous avons cofondé la tannerie végétale. La tannerie végétale, elle développe un nouveau matériau souple qui est 100% végétal et recyclable pour les fabricants d'articles de cuir qui veulent s'aligner sur leurs valeurs environnementalistes et humanistes. Alors, je vais commencer par quelques éléments de langage, puisque les matériaux souples sont une grande catégorie, proposant deux grandes catégories. Nous avons tout d'abord les cuirs. C'est une appellation qui est protégée par la loi. Donc, on parle de cuir lorsque c'est une peau qui est tannée, soit chimiquement, soit de manière végétale, avec des tanins végétaux. On parle alors de cuir végétal. L'autre catégorie des matériaux souples, ce sont les simili. À ce jour, nous avons très majoritairement des simili à base de pétrole. Ce sont des PVC, le Sky ou le polyuréthane. Et nous avons des solutions pétro-végétales qui apparaissent et qui sont des mélanges entre du polyuréthane, par exemple, et des valorisations de la biomasse. On parle alors abusivement de cuir de raisin, cuir de pomme, cuir d'ananas, etc. Aujourd'hui, les fabricants d'articles de cuir, ils sont face à un dilemme quant au choix de leurs matériaux souples, un dilemme éco-responsable, puisque le cuir est issu du fleuron de l'artisanat français, il a une image de haute qualité, mais par contre, c'est beaucoup d'intrants et de sortants chimiques, et bien sûr, il y a le problème éthique, puisqu'il vient d'une vache qu'on a tuée pour sa viande et sa peau. De l'autre côté, les simili, eux, malgré un impact CO2 moindre que les cuirs, présentent une fin de vie qui n'est pas du tout maîtrisée et même pas
Et ce n'est même pas une question, en fait, pour le marché. Alors que c'est clairement une question de conscience pour les fabricants d'articles de cuir qui cherchent un nouveau modèle. Nous avons développé notre projet de manière globale, puisque nous sourçons notre matériau avec des matières végétales issues de coproduits de l'agriculture française, et nous utilisons un procédé spécifique pour les transformer, qui fait que l'association des deux nous donne une matière qui est recyclable et même voire biodégradable. Alors voici nos tout premiers prototypes issus de matières premières végétales et recyclables. Sa structure chimique imite celle du cuir, et ce qui fait que nous espérons des propriétés et une variation de texture et de couleur identiques à celle du cuir. La formule et le procédé sont protégés par un brevet, un dépôt de brevet qui a été fait en octobre dernier. Cette matière est co-développée avec un laboratoire public du CNRS, Ingénierie des matériaux polymères, via un soutien de la SAT Pulsalis Lyon-Saint-Étienne. Le projet est également soutenu par la bourse French Tech Émergence. C'est un projet Deep Tech. Et grâce à ce soutien, nous pouvons tenter la faisabilité à l'échelle semi-industrielle cette année jusqu'à la vente dans 12 mois. Alors, il faut bien comprendre que ce projet industriel, notre cœur de métier, c'est la conception et la production de cette matière végétale que nous pourrons vendre en rouleau, donc avec l'avantage des simili-cuirs avec des largeurs variables et une épaisseur variable à des fabricants d'articles de cuir. Ce seront à eux de fabriquer leur sac à main ou leur bracelet de montre ou encore leurs chaussures, bien leur ameublement et même leur siège automobile. Je vous remercie de votre écoute et j'attends du réseau de VG Police Valley des partenariats, un tissage de partenariats avec des fournisseurs qui m'aideront à détecter de nouvelles matières végétales locales. C'est fini. Merci. Donc, je vous propose de poursuivre avec la SAS Bourmeau pour le projet Paille à boire. Donc, c'est Cassandra Bourmeau. Est-ce que Cassandra, vous êtes là? Oui. Alors, très bien. Voilà, je vous ai donné la main. Merci. Alors, tac. Oups. Bonjour à tous. Donc, je suis ici pour vous présenter l'entreprise SAS Bourmeau qui produira et commercialisera des pailles végétales pour remplacer les pailles en plastique à base de seigle. Donc, notre produit est 100% à base de seigle, 100% français, produit sur nos exploitations familiales, 100% naturel et biodégradable. On répond aux normes, aux exigences sanitaires et environnementales. La clientèle que nous visons sont les restaurants, grossistes, GMS, bars, discothèques et particuliers. Et pour la concurrence, donc nous avons les pailles en papier et quelques pailles végétales comme les pailles en bambou. Celle-ci, donc la paille en papier est fragile et se dissout dans la boisson, et la paille en bambou n'est pas produite en France, donc ne répond pas au bien-être environnemental, éco-durable, et en plus peut blesser les personnes. Pour la phase innovante, donc nous avons dû aller chercher des tests pour la coupe parce qu'aujourd'hui une paille de seigle ne peut pas se couper n'importe comment. Nous avons dû supprimer la feuille qui entoure le brin. Nous avons fait des tests de vision parce qu'un brin est composé de nœuds qui bouchent, et donc du coup par conséquent on a été obligé de avec une caméra repérer la paille qui se situe entre chaque nœud. Et nous avons aussi trouvé un système de nettoyage qui permet de neutraliser, de rendre la paille neutre et de répondre à toutes les normes sanitaires. Les porteurs de projets, donc il y a moi, 26 ans. Je gère une exploitation agricole sur Luché-Pringé en Sarthe avec 100 hectares et 1 pondeuse. Je suis conseillère communale
de ma ville, donc Monsigné. Je suis diplômée d'un bac pro commerce et d'un bac pro agricole. Et pour ce projet, je souhaite être gérante, gérer le commerce et les emplois dans l'entreprise. Mes parents sont aussi associés sur ce projet. Ils sont gérants d'une exploitation agricole et s'occuperont avec mon frère de la production du seigle qui permettra un suivi car ça fait 30 ans qu'ils exploitent sur l'exploitation du seigle. De plus, nous sommes suivis par un CER France qui s'occupe qui est consultant sur projet. Nous sommes aussi suivis par Maze, une entreprise qui permet de chiffrer tout le projet. Nous sommes aussi suivis par Le Mans Innovation et Initiative Sarthe. Les valeurs ajoutées de notre projet, c'est un projet écologique, un projet innovant, mais aussi un projet porté par nous, agriculteurs, parce que l'agriculture a besoin de trouver des nouvelles sources de revenus. Aujourd'hui, nos terres ne suffisent plus. Donc, c'est pour ça qu'on a été chercher à se diversifier pour pouvoir apporter une rentabilité sur nos terres. Ensuite, nous allons créer de l'emploi. Et puis, bien sûr, un projet local et français qui sera localisé en Sarthe, à Luché-Pringé. Pour projection économique, nous avons l'ambition en première année de production de 4 millions de pailles avec 3 emplois, voire 4. L'année 2, 14 millions de pailles avec 6 emplois. L'année 3, 22 millions de pailles avec 10 emplois. Et l'année 4, entre 30 et 40 millions de pailles avec 12 emplois. Pour la promotion et communication, nous avons choisi les réseaux sociaux, sites internet, concours comme VG Police, améliorer aussi l'image de l'agriculture pour montrer que notre agriculture française est de qualité et responsable et éco-responsable. Nous voulons aussi au niveau des radios et journaux. Pour les rencontres organisées aujourd'hui, j'ai pu rencontrer plusieurs restaurants, sites internet et grossistes et grandes surfaces qui m'ont permis de solidifier mes attentes et qui répondent à la demande. Pour l'accompagnement VG Police, j'ai encore une problématique au niveau du pilotage industriel. Étant donné aujourd'hui j'exploite une entreprise agricole, j'ai besoin de connaissances côté gestion d'une entreprise industrielle, mais aussi au niveau de mon système d'emballage. Je souhaite à l'avenir emballer mes pailles individuellement pour répondre aux exemple cette année au Covid, qui auront besoin voilà, d'une sûreté sanitaire et on souhaite élaborer cet emballage à l'avenir. Merci pour votre écoute. Merci. Alors, on va passer au dernier projet. Alors, France Conjac, SAS, Plante Innovation R&D. Oui, je suis là. Alors, vous êtes sous quel nom je retrouve? NND. Voilà, c'est trouvé. Je vous laisse mettre en plein écran et ce sera bon. Oui. Voilà. Bonjour à tous, je suis Nguyen de Roche, je suis docteur en biologie végétale, présidente fondatrice de Société Plante Innovation Recherche et Développement. Je vais vous parler de notre filière Conjac de France, appelée France Conjac. Vous connaissez peut-être déjà le konjac, c'est une plante de la famille des Aracées qui pousse principalement naturellement en Asie. Le premier producteur de konjac mondial, c'est la Chine, suivi par le Japon. Le cycle de production agricole de konjac dure 3 ans.
Au bout de 3e année, les tubercules de taille supérieure à 300 grammes, 200-300 grammes, peuvent être transformés en farine et en d'autres produits de konjac. Le konjac est utilisé dans différents domaines, médical, alimentaire, diététique et cosmétique. Sur le marché français et européen, on peut trouver les nouilles de konjac dans les supermarchés ou dans les magasins bio. Dans les magasins cosmétiques, on peut trouver des éponges de konjac pour le démaquillage, ou encore dans les pharmacies, on peut trouver la farine de konjac ou les gélules de coupe-fin fabriquées à partir de farine de konjac. Mais tous ces produits sont importés de l'Asie, principalement de la Chine, parce que à ce jour, le konjac n'est pas cultivé en Europe pour des raisons à la fois historiques et d'adaptation climatique. Ce konjac importé est sujet à des problèmes divers, la mauvaise qualité, le manque de traçabilité, la spéculation et fluctuation de prix, aussi des problèmes liés à l'importation. Par exemple, les ruptures de stock pendant et après le Covid. L'importation de konjac de très loin est aussi très énergivore. Face à ces problématiques, notre société a créé la filière France Konjac. C'est une réponse que nous souhaitons européenne parce qu'elle répond aux exigences de l'agriculture biologique 100% française. Elle donne une traçabilité totale, un approvisionnement de proximité fiable, un prix stable et une faible empreinte de carbone. Je remets ma caméra et Comment la filière France Konjac est organisée? Notre société Blanc Innovation va assurer la production agricole grâce à la création de notre première ferme France Konjac à Angers. Elle assure aussi la production agroalimentaire pour la transformation de tubercules de konjac en farine de konjac, en nouilles, riz et pâtes de konjac. Elle va intégrer également la production, la distribution en B2B aux distributeurs et B2C directement aux particuliers. Pour cela, la filière France Konjac a diverses innovations. Une innovation dans la sélection végétale, une innovation dans la méthode de multiplication in vitro à l'échelle industrielle et une innovation dans le processus de transformation en nouilles, riz et pâtes de konjac. Nous avons traversé la première phase de l'idée et les 5 premières années de recherche et développement depuis 2015. Nous souhaitons passer à la phase 2, développement d'un produit de la ferme aux fourchettes pour pouvoir maîtriser le marché de konjac français en 2023-2024 et attaquer le marché européen en 2025. Notre société comporte 2 personnes, moi et mon mari qui est associé. Il est professeur des universités à l'université de Tours. Mon équipe de projet pour l'instant on est 3. Mon conseiller agricole Christian Delépine qui est le jeune retraité de l'agriculture biologique locale. Ma sœur Lan Nguyen qui est diplômée Master 2 de l'université Bordeaux et Dauphine pour le diplôme Master 2 de l'entrepreneuriat. Claude Delaunay qui est expérimenté dans la gestion d'entreprise et sera responsable de la vente. En fin 2023, une 4e personne qui va nous joindre, qui travaille actuellement comme responsable de plateforme logistique dans une entreprise de produits ultra frais. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup à vous. Alors, je crois avoir compris que Eric Fossard nous a retrouvés. Donc, on va essayer de vous passer la main. Ça y est, j'ai pu me reconnecter avec un autre ordinateur.
D'accord, parfait. Donc là, je vais vous donner la main pour que vous soyez présentateur. Oui. Hein? Voilà. Et donc, j'ai un écran à partager. Voilà, ça arrive. Le temps que ça arrive. Donc, je vous redonne la consigne, hein, c'est 5 minutes. Et Oui. vous êtes le dernier, donc je pense qu'ensuite, le jury nous rejoindra. Attendez, je déclenche juste ma minuterie. Donc, bonjour à tous. Donc, ce stencil, c'est un projet qui fait partie d'une ambition plus générale sur la réimplantation du chanvre en Bretagne. La culture du chanvre qui traditionnellement était présente jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et qui a progressivement s'est éteint jusqu'à 200 hectares simplement aujourd'hui, sachant qu'on en cultive à peu près 16 000 hectares aujourd'hui en France. Donc, ce stencil, c'est une valorisation des sous-produits issus du chanvre. Donc, le chanvre a de nombreux atouts, c'est pour ça qu'on a beaucoup aujourd'hui de pistes pour le réintroduire en Bretagne. Et entre autres, même des acteurs politiques souhaitent le faire revenir pour un peu diversifier les sols et sortir un peu de toute l'agriculture qu'on connaît, type porcine ou autre en Bretagne. Et donc, il y a beaucoup d'avantages sur ce produit, parce qu'il y a peu d'entrants. On a pas mal de valeur ajoutée sur l'huile, par exemple, ou sur les fibres. Et l'idée, c'est d'arriver progressivement à environ 800 à 1000 hectares d'ici 5 ans pour voir apparaître ce qu'on appelle une chanvrière, c'est-à-dire un peu une petite unité autonome de valorisation industrielle des produits issus du chanvre. Donc pour là, il faut un peu créer de demande et de besoin en termes de culture, enfin plutôt de demande en termes de mise en place de culture. Donc nous, on est parti sur le développement des marchés issus des sous-produits, encore une fois, du chanvre, comme les pailles et les fines. Et on s'attaque, nous, à toute la notion d'emballage et plutôt vaisselle biodégradable. Donc d'où un peu la mise en place de ce projet Sustensile, qui est une vaisselle verte, biodégradable, 100% végétale. Bon, comme je disais tout à l'heure, on va récupérer les poussières, les pailles, les fines issues de la transformation du chanvre qui existe aujourd'hui sur la litière pour les bâtiments, pour la litière horticole, la litière animale, où on va même utiliser les graines pour l'huile. On va récupérer ces poussières et ces fines pour le mélanger à des colles végétales, type colle de riz, colle de soja, amidon, pour ensuite thermocompresser l'ensemble et avoir un produit qui va prendre la forme, en l'occurrence ici, de vaisselle, de couverts, de bols, etc. Que dire par rapport à cette technologie qui est très connue dans de nombreux domaines industriels, et que dire par rapport au marché actuel? Donc c'est un marché qui est en plein développement suite au plastic machine, et nous souhaitons nous positionner avec des points forts, c'est-à-dire on a une composition vraiment essentiellement issue de naturel, de produits végétaux, avec, comme je le disais, des poussières issues du champ, mais surtout une traçabilité complète, puisqu'on souhaite avoir un produit local, de territoire, donc tout d'abord plutôt Pays de Loire, origine, mais ensuite bretonne si jamais on arrive à développer cette filière. On est sur une certification au contact alimentaire, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui sur les couverts qu'on peut trouver en magasin provenant d'Asie, qui d'ailleurs, entre parenthèses, comme le bambou, comporte certaines colles qui peuvent être un peu nocives, même beaucoup pour la santé humaine. Et on va aussi également travailler pas mal, ça c'est un sujet assez intéressant, sur tout ce qu'on va appeler le confort en bouche, c'est-à-dire qu'on a tous essayé des couverts en bois et on s'aperçoit que c'est un peu rugueux, c'est pas très agréable, c'est rêche en bouche. Et nous, le système de thermocompression va permettre de pouvoir un petit peu essayer de caraméliser la surface ou cuire la surface du produit pour avoir quelque chose qui est assez doux, assez lisse, pour se rapprocher de ce qu'on connaît comme les couverts traditionnels. Donc on est tout ça dans une idée de prix tout à fait compétitif par rapport au marché, puisqu'on serait vraiment sur des produits de territoire, mais on a une marge qui semble en données macro assez correcte pour pouvoir aborder ces marchés sans être décalé par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. On a un chiffre d'affaires prévu d'environ 2,5 millions, ce qui correspond à 0,5% du marché, ce qui est assez faible pour le marché global, mais assez important pour une jeune entreprise qui est au bout de 5 ans.
Donc voilà, on a une ambition comme ça, il faut se fixer. Maintenant, on n'est pas sûr d'y arriver, mais on tout fera pour y arriver. Donc on travaille avec un labo breton à Saint-Brieuc qui s'appelle ID Composite, qui est spécialisé dans la formulation et le développement de biomatériaux et agromatériaux en thermocompression. Et on a déjà fait des essais, on partirait avec eux donc assez rapidement sur un prototypage. Donc là, on est à peu près aujourd'hui à une idée qui a été créée, on a ciblé nos marchés, on a vu notre marché, comme je disais, on a des données macro aussi bien, et on a référencé des prestataires pour la production, des prestataires pour la matière première. Maintenant, on passe dans une deuxième phase, plutôt début d'année 2021, où on va lancer le prototypage, lancer cette étude avec ID Composite pour avoir des pré-séries, un moule et des pré-séries, pour faire un test commercial grandeur nature avec des enseignes locales et espérer améliorer notre système, améliorer notre produit pour avoir des pré-engagements, des engagements et une mise en production sur fin 2021, début 2022. Merci. Voilà. Vous arrivez au terme. Oui, c'était juste pour dire qu'on se présentait. On est deux personnes issues vraiment du monde de la biomasse et on a un réseau en Bretagne qui nous permet d'envisager ce dossier avec beaucoup de positivité et on travaille pas mal déjà sur les biopolymères et les biocombustibles. Merci beaucoup à vous. Merci aussi à tous les candidats. J'ai aperçu en même temps que vous parliez que les membres du jury nous ont rejoints. Donc, pour les tenir informés, nous avons eu une présentation des 12 candidats. Ils ont pitché chacun 5 minutes. Et donc, je pense qu'ils sont tous comme nous impatients de connaître vos résultats. Donc, Cécile, si tu es là, je vais te repasser la main. Est-ce que tu peux me donner la main pour passer les slides, s'il te plaît, Emmanuel? Voilà, je te cherche. Voilà, tu dois avoir la main. Voilà. Voilà, c'est bon. Bonjour à tous, Cécile Abalin, directrice innovation à VG Police Valais. Donc, on vient tout juste effectivement de finir la délibération avec le jury. Ce sont des résultats tout chauds qu'on va pouvoir vous livrer. Alors, je vais d'abord vous donner quelques informations sur la composition de ce jury, que je remercie bien au passage parce que on a été, on a fait toute cette journée en suivant les auditions en numérique, à distance. Et on a pu malgré tout avoir de bons échanges avec les candidats. Et merci à tous les membres du jury. Alors, ce jury, il est formé en fait de 3 types de personnes. Des personnes du CLOSI de VG Police, notre comité de labellisation et notre conseil scientifique. Des experts thématiques et également des représentants des partenaires de notre concours. Alors, je vais les citer. Peut-être vous pouvez, chacun des membres du jury, ouvrir la caméra et puis dire un petit bonjour. Donc, notre jury était présidé par Lancelot Leroy, le responsable de Terrena Innovation. Nous avions également Gilbert Grenier, qui est professeur de robotique à Bordeaux Sciences Agro. Guillaume Briand, responsable numérique agriculture et agroalimentaire à Bretagne Développement Innovation. Guillaume Morel-Chevillier, responsable du végétal urbain à l'Astrédor, qui était notre expert végétal urbain. Je pense qu'il n'est pas là, mais voilà, on le remercie. Dominique Dardevet, directeur adjoint de l'unité nutrition humaine à Clermont-Ferrand, notre expert nutrition prévention santé. Michel Dauton, président innovation recherche développement de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, qui était notre expert agriculture. Souleymane Sacre, qui est professeur de physiologie végétale à AgroCampus Ouest. Et puis Pierre-Olivier Estève, chargé d'affaires innovation à Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Louis X, qui est chargé de mission détection et ingénierie de projets innovants à Angers Technopole. Ludovic Marquet, chargé d'affaires à WeNetwork.
Anne Robert, chargée de mission végétale à Angers-Loire Métropole, Angers-Loire Développement, pardon. Dominique Taillé, qui est responsable innovation et prospective agricole au Crédit Agricole Anjou-Maine et qui représentait les villages PAICA de notre territoire. Anna Tresiakevitz, Anna, chargée d'affaires sciences de la vie à Buzy, qui est un incubateur d'entreprises en Auvergne, et Cécile Vaucher, chargée de mission agromère agroterre à Audelor, qui était la représentante des 7 technopoles bretonnes. Voilà, on avance. Vous dire un petit peu sur quels critères on a sélectionné les candidats. En premier lieu, l'ambition et la pertinence de l'innovation. On cherche des projets innovants. La valeur d'usage et l'ambition marché ainsi que le potentiel économique de ces innovations. On souhaite aussi que ces innovations, elles créent demain du potentiel économique, des emplois et du chiffre d'affaires. La crédibilité de l'équipe, c'est un point vraiment important pour les jeunes entreprises. La faisabilité, bien intégrer les freins et les obstacles du projet. Et également, bien répondre aux objectifs du concours. Et dernier critère, d'avoir un intérêt pour les productions végétales de demain, c'est-à-dire être un projet bien végépolitain. Chaque membre du jury avait également un coup de cœur or et un coup de cœur argent qui faisait un petit bonus pour les candidats. Donc les coups de cœur, ils ont été mis soit sur des projets qui étaient très bien notés, soit sur des projets qui étaient peut-être un petit peu moins bien notés, mais que les membres ont voulu encourager. Alors, avant de vous donner les informations sur les lauréats, parler un petit peu de nos partenaires financiers. Donc, effectivement, le concours est organisé par Végépolis Vallée, qui autofinance une partie des prix. Et il bénéficie également du soutien de 2 collectivités de son territoire, Angers-Loire Métropole et Clermont-Auvergne Métropole. Alors, pour Clermont, le financement est conditionné au fait qu'on trouve un lauréat en fait sur le territoire. Et Angers-Loire Métropole, donc je vais pouvoir passer la parole à Yves Gidouin, l'élu d'Angers-Loire Métropole. Yves, vous êtes là? Oui, bonjour Cécile, bonjour à tous. Oui. Je suis là, voilà. Je me cale. Voilà, vous pouvez mettre votre caméra si vous voulez, Yves. Je l'ai activée, je ne sais pas, je peux l'éteindre, ok. Non, elle est bien, on vous voit très bien, super, non, laissez-la Yves, s'il vous plaît. Ok. Non, simplement d'abord vous remercier de m'avoir convié à participer à ces travaux, la 5e édition du concours. Et bon, je suis venu un petit peu en avance et j'ai pu vérifier lors de ces présentations le niveau particulièrement élevé de l'édition et également particulièrement d'actualité. Les thématiques sont effectivement très intéressantes et dans l'air du temps. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'elles sont capables, bien sûr, sous l'angle d'innovation, d'offrir de véritables relais de croissance pour les filières du végétal. Alors, je suis là, qualité, donc vice-président de l'agglomération d'Angers et président d'ALDEF, qui est l'agence de développement économique, et simplement préciser que Angers accueille tout naturellement sur son territoire les porteurs de projets du végétal. Si le pôle est basé à Angers depuis 2005, c'est pas le fruit du hasard. Et bon, certains d'entre vous connaissent bien évidemment la proximité que j'ai personnellement par rapport au parcours du pôle et à Végépolis Vallée. La filière végétale angevine a la particularité d'être une filière d'excellence complète, avec une concentration exceptionnelle d'acteurs, donc des entreprises, des têtes de réseau et des institutions, et de nombreux événements. Alors c'est vrai que cette édition est un peu particulière, mais un certain nombre d'événements scientifiques
et professionnels sont proposés tout au long de l'année, qui font d'Angers une destination incontournable. Et on a tous en tête, bien évidemment, la perspective en 2022 d'accueillir le Congrès mondial de l'horticulture. Et on espère que comment ce sera une grande réussite pour les filières et pour le monde du végétal. Alors, on estime que la filière complète sur le territoire représente 5000 emplois bon, pour le monde économique, et que l'enseignement supérieur réunit à peu près 3000 étudiants au sein du premier pôle français de formation dans le végétal. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Bon, vous avez souligné le partenariat. Angers, Angers-Loire Métropole est bien évidemment aux côtés de Végépolis Vallée pour soutenir comment les opérations qui sont menées, et particulièrement ce concours, et simplement féliciter les candidats, les lauréats et les lauréats de ce concours, les lauréats qui vont être dévoilés dans peu de temps. Donc, vous dire qu'Angers-Loire Métropole et son agence de développement ALDEV, donc agence de développement économique, on est bien sûr à votre écoute, à l'écoute des porteurs de projets du végétal, pour favoriser les collaborations avec tout l'écosystème et apporter autant que possible le soutien qui vous sera nécessaire. Donc, félicitations à tous et bonne continuation dans votre parcours. Merci beaucoup. Merci Yves. Voilà, je vous propose de poursuivre maintenant, et je vais demander à Lancelot Leroy, le président de notre jury, de bien vouloir me rejoindre. Peut-être si tu peux allumer ta caméra, Lancelot. Voilà qui est fait. Super. Peut-être avant qu'on annonce les lauréats, tu peux nous dire quelques mots sur la qualité des candidatures cette année? Alors oui, effectivement, donc merci à chacun, parce que vous avez fait un très très beau travail de pitch. Alors encore une fois, cette année, c'était une année particulière. L'année dernière, nous avions les grèves des trains. Cette année, nous avons le Covid. On ne sait pas ce qu'il va y avoir l'année prochaine. Mais ce qu'on peut être sûr, c'est que Végépolis Vallée sera toujours là, et Cécile en particulier, pour permettre une organisation matérielle la mieux possible. Donc merci à Cécile en particulier d'avoir géré les entrées, les sorties, les fermetures, les réouvertures et le timing qui n'était pas évident à tenir. Donc de beaux projets. Le jury a vraiment particulièrement apprécié la qualité de vos présentations. Comme l'an passé, on ne peut que vous inviter à ne pas complètement vous effacer face à la solution technique que vous pouvez être amené à mettre en avant. Les projets que vous avez sont bien sûr des projets techniques, technologiques, plus ou moins avancés, et il n'y a pas de jugement là-dessus, c'est très bien, et on a été très heureux d'avoir des projets à des niveaux d'avancement différents. Maintenant, ce sont des projets aussi où vous, votre personnalité, vous y mettez beaucoup. C'est une partie de vous, ces projets, c'est le rôle des startups aussi, et donc n'hésitez pas à bien mettre en avant ce que vous êtes, ce que vous portez, ce que vous avez comme compétences à apporter dans ce projet-là. Donc ça, c'est un point important. Alors c'est sûr qu'en 5 minutes, 6 minutes d'échange, c'est pas facile. Il faut faire des choix, et ces choix, ils sont souvent tournés aussi vers les questions qu'on peut vous poser dans la préparation, qui tournent forcément sur la présentation de votre projet. Et voilà, ça a été dit dans les critères, ça reste aussi un critère bien sûr important, que les compétences que vous avez, votre personnalité qui transpire au moment où on a la présentation et où nous, on peut recevoir dans le jury votre projet. Donc bravo à tous pour cette présentation et cet exercice de style qui n'était pas facile. Et merci à tous ceux qui vous ont accompagné aussi, de façon à vous faire progresser. Et puis, nul doute que pour ceux qui ne sont pas lauréats, cet exercice vous servira aussi pour d'autres présentations de vos projets. Alors, je pense que Cécile, on va passer petit à petit à l'annonce des résultats. Oui, c'est tout à fait ça. Parce que là, il n'y a plus qu'à. Alors, juste avant de les annoncer quand même, de façon à ce que les règles du jeu soient claires pour tout le monde dans ce que nous allons annoncer.
le jury a beaucoup débattu sur l'ordre, sur comment on récompense, quels sont les coups de cœur, comment on les valorise, et la décision qu'on a prise de façon collégiale a été de dire les 4 projets que nous allons annoncer dans l'ordre, 1, 2, 3, 4, nous avons décidé de les valoriser, de les remercier tous avec la même valeur. Alors, c'est pas complètement l'école des fans quand même, hein, il y en a que 4 qui sont élus, mais par rapport à chacun des projets, on s'est dit qu'ils avaient tous droit quelque part à la première place, et donc vous aurez tous donc un lot, enfin en tout cas un remerciement, pardon, qui sera identique pour chacun d'entre vous. Alors malgré tout, il y a un petit ordre qui se dégageait du jury. Donc le premier, je crois que c'est dans cet ordre-là, Cécile, que tu les as mis. Donc le lauréat numéro 1, c'est le projet BOSS, avec Omae Pozza et Frédéric Chauffour. Donc bravo à tous les deux pour ce projet autour du priming des semences, qui était une question importante à la fois pour la filière, où il y a beaucoup de choses qui ont été testées avec plus ou moins de succès, et où là, dans le projet qui a été présenté, il y a à la fois un fond scientifique et technique assez important, un projet qui est en phase de sortir un petit peu plus du laboratoire et de la phase de test, et qui est plein de promesses. Donc, bravo à vous pour votre présentation, pour oser aussi porter ce projet-là et cette solution-là, en commençant, comme il se doit, par les semences à valeur. Et donc, vraiment bravo pour votre présentation, et nous sommes heureux de vous donner cette première place du concours Végépolis 2020. Voilà, Omae et Frédéric, si vous voulez nous faire un petit coucou, on sera charmés de vous voir et puis de vous entendre dire quelques mots. Ouais, merci beaucoup. Vraiment. On va remercier le jury, l'organisateur et les organisateurs et les partenaires. On va féliciter bien sûr les autres lauréats, et puis on va féliciter tous les projets, parce que vous avez tous des beaux projets, et puis on vous souhaite bonne chance et beaucoup de réussite pour vos projets respectifs. Et merci beaucoup. Et on est vraiment hyper franchement, pour nous, c'est un bel accomplissement déjà du travail fourni. Voilà, comme on vous a expliqué longuement, voilà, pour nous, c'est un objectif de rejoindre le territoire angevin. Et de vraiment développer cette techno et d'en faire quelque chose de beau, quoi. Et c'est une jolie aventure qui démarre, donc on vous remercie beaucoup aussi de nous accompagner là-dedans. Ça nous touche beaucoup. Super. Dominique Taillé des Villages Baïséa me dit également que voilà, vous pourrez bénéficier d'un accompagnement. Dominique, si vous voulez dire un petit mot. Oui, on avait un échange avec les porteurs de projets, donc il faudra qu'on voit ensemble quel type d'accompagnement, de mise en relation on pourra leur mettre à disposition dans le réseau de notre village en fonction des besoins et de l'avancement du projet. Ok, super, ouais. Super. Merci beaucoup. Encore une fois. Et puis, on est tellement content qu'on a un peu à court de mots. Mais... En fait, on est tout jeune, on fait pas. C'est notre premier concours, pour être honnête. Donc, on est vraiment hyper content. On est content. On vous remercie de votre bienveillance. Et on est content de toutes les rencontres qu'on a fait durant ces 2 derniers jours. Et de toutes celles qui vont venir. Merci beaucoup. Super. Vous restez bien en ligne parce qu'on fera une photo avec l'ensemble des candidats. Donc, restez bien jusqu'au bout. Hein. Ok, ça marche. Pas de souci. Lancelot. Merci Cécile. Lauréat numéro 2. Donc là, on change de domaine. Donc c'est AgriBuilder. Donc avec Antoine Bourdon, Antoine Duchemin et Alexis Trubert. Donc bravo à tous les 3 pour un projet innovant. Là, il y avait eu d'autres tentatives et vous l'avez pris par un autre bout. Et donc ça fait du bien de voir une jeunesse qui sort un petit peu des sentiers agricoles habituels, qui s'occupe d'un seul coup de ce sujet-là, et qui prend la problématique des phéromones plutôt par le ciel que par la terre, et qui propose une solution innovante, qui est bien pensée, qui devra bien sûr évoluer dans un marché qui va bouger et qui bougera. Mais voilà, on est très heureux de vous donner ce coup de pouce et de vous montrer par là aussi la confiance qu'on peut accorder à votre projet. Donc bravo à tous les 3. Et puis de la même façon, je ne sais pas si vous avez un petit commentaire ou un petit mot à partager avec vos confrères ou vos
co-concurrents et puis avec le jury dans l'ensemble. Eh ben, écoutez, c'est une super surprise pour nous. Je pense que ce que viennent de dire les deux membres du projet BOSS fait vraiment écho à ce qu'on va penser aussi. Le jury, l'ambiance de ce concours donne un côté très... Ça donne l'impression qu'on fait un travail professionnel et qu'on n'est pas juste là pour quelques euros, qu'il y a vraiment tout un accompagnement de fond derrière qui peut se monter et qu'on va avoir l'occasion de faire plein de choses ensemble avec tous les partenaires et le pôle en lui-même. Évidemment, on est super fiers d'avoir remporté ce prix. Enfin, c'est la première fois qu'on remporte une somme aussi grande. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a pu faire auparavant. Et c'est vrai qu'on était un petit peu anxieux vis-à-vis de la qualité des autres projets. On n'était pas forcément sûr d'être à la hauteur. Manifestement, on l'a été. C'est un prix qui nous permet du coup d'envisager tout ce qu'on va faire l'année prochaine, comme on l'a présenté au jury. Nous, on va lancer des prestations petit à petit, puis on va faire du développement commercial, du développement technique. Donc, manifestement, le prix qu'on reçoit dans son ensemble va nous permettre d'être actifs sur plein de thèmes différents, que ce soit dans notre développement technique, que ce soit dans la recherche de contacts, dans le contact d'entreprise. Donc, merci beaucoup à ce jury, à tous les partenaires qui nous permettent d'être là aujourd'hui. Et puis, merci beaucoup aussi d'avoir pris le temps d'étudier nos dossiers, de nous avoir reçus, que ce soit en présentiel ou en distanciel comme cette année avec le Covid, ça s'est quand même super bien passé. Donc, on a hâte de rester en contact avec vous. Et puis, Antoine et Alexis, je pense qu'ils sont aussi heureux que moi. Donc, je les remercie aussi d'être présents avec moi. Merci à tous les trois. Cécile, si tu veux rajouter quelque chose. Non, restez bien connectés pour la photo de tous les lauréats. Bon, on avance, Lancelot? On avance, tout à fait. Alors, on va changer complètement à nouveau de domaine. Donc là, vous ne regarderez plus du tout vos pailles de la même façon, puisque donc le lauréat numéro 3, c'est la paille à boire, avec Cassandra Bourmeau, voilà, agricultrice, ou en tout cas de famille agricole locale. Donc là, voilà, ça nous a beaucoup plu que voilà, des jeunes d'exploitation agricole regardent l'avenir avec le sourire, l'envie et un projet qui là est à la veille d'un développement avec d'autres challenges à venir. Et voilà, un beau projet, une belle pêche d'exploitants agricoles, ça fait du bien. Et puis voilà, de beaux challenges demain et on est très heureux de vous remettre voilà, ce prix. Cassandra, si vous voulez nous dire quelques mots? Oui, merci beaucoup. Je ne m'y attendais pas. Je suis vraiment très contente de cette reconnaissance. Je suis très surprise. Ça me fait vraiment plaisir. Oui, j'espère. Je vais tout faire pour que ce projet avance, qu'on puisse vraiment créer une belle économie en agricole. Et oui, ce projet me tient vraiment à cœur. Merci beaucoup au jury, aux partenaires. Et puis, merci aux autres personnes qui ont participé à ce concours. Ça a été très intéressant de suivre vos projets. Merci encore. Merci. Bon, restez bien connectés pour la photo de tous les lauréats. Voilà, et dernier lauréat, Lancelot. Alors, dernier lauréat, ou dernière lauréate, puisqu'il s'agira donc de la tannerie végétale avec Fanny Deléage, qui donc sur une idée assez, voilà, qui peut paraître un peu étonnante, de vouloir faire un cuir végétal quelque part, en tout cas, si je le résume comme ça. Mais voilà, il y en a peut-être qui en ont rêvé, vous avez osé le faire, donc il fallait effectivement oser se lancer, partir de cette chimie du végétal dans son ensemble pour en faire des polymères et un substitut de cuir. On voit aussi que votre projet, il a bien avancé, il y a encore plein d'étapes à franchir. Et donc, bravo aussi d'avoir pris cette question, de valoriser des compétences extérieures aussi, là, et qui viennent sur ce domaine et valoriser ces protéines végétales à d'autres fins. Donc voilà, le jury a beaucoup apprécié cette approche et cet avancement du projet et tout l'environnement qu'il peut y avoir aussi derrière. Donc, bravo. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup ce que vous dites. C'est vrai qu'on a un peu l'impression d'être des extraterrestres quand on est entrepreneur et pour une fois c'est positif, donc c'est génial. Je veux dire bravo à tous les autres projets, c'est vraiment extraordinaire tout ce qu'il peut y avoir comme diversité dans les entrepreneurs et je me dis que si on fait
si on fait tous, si on arrive tous à faire quelque chose, le monde de demain, il va être vraiment chouette. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Je voulais dire merci au concours VG Police Vallée, bien sûr. Merci aux partenaires, au jury et aux autres participants et aux financeurs. Et on est ravis avec mes collègues de pouvoir gagner ce lot. On va faire des belles choses avec et on espère qu'on ira loin. Merci. Merci. Donc, vous avez tous quelque part nos 4 lauréats, vous avez un coup de cœur spécial. Les autres, vous avez, voilà, c'est la loi d'un concours, mais vous avez tous notre coup de cœur. Il y a vraiment un beau travail qui a été fait. Et effectivement, vos mots, Fanny, sont justes. Ça donne envie, voilà, et vous donnez envie dans vos projets en tant qu'entrepreneur. Voilà, vous y croyez, vous prenez des risques et vous avez envie d'avancer et de faire avancer vos projets et vos idées. Et ça, c'est formidable. Donc, bravo à tous. Vous aurez tous voilà, une vraie reconnaissance de la part du jury. Et donc, pour les 4 lauréats, je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, donc vous aurez tous une remise de prix à 10 000 € chacun, donc, qui viendra appuyer chacun de vos projets pour leur permettre de franchir une étape supplémentaire. Et puis, on espère vous revoir dans nos différents incubateurs. Et puis, on espère aussi peut-être avec d'autres projets de recherche dans les instances de VG Police Vallée ou d'ailleurs. Voilà, je vais juste rajouter qu'effectivement, on sera en plus du prix à valoir sur du prix en monétaire qui sera à valoir sur des études. Ce sera un accompagnement de l'équipe du pôle pendant toute l'année pour les lauréats. Et pour ceux qui n'ont pas gagné de prix, je dis aussi que voilà, il y a plein de projets intéressants qui trouveraient voilà, il y aurait beaucoup de pertinence à rejoindre le réseau. Donc, comme j'ai pu le dire à pas mal de candidats hier, voilà, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous et puis on pourra, si vous adhérez au pôle, pouvoir vous accompagner également. Voilà, donc je pense il y a beaucoup de projets vraiment très intéressants cette année et je pense qu'il y aurait du sens à ce qu'on puisse continuer à travailler ensemble, tout l'ensemble des candidats que je remercie bien pour voilà, leur motivation, le respect de toutes les règles qu'on leur a données et puis aussi d'avoir su nous présenter leur projet comme ça à distance. C'était pas évident et ça s'est vraiment super bien passé. Donc, merci à tous. On va finir cette séance peut-être avec une photo. Je ne sais pas trop comment tu as imaginé ça, Emmanuel, si tu peux m'aider, une photo de l'ensemble des candidats. Alors, j'aimerais d'abord les 4 lauréats, les caméras des 4 lauréats, et ensuite, quand on aura fait la photo, on fera avec tout le monde. Cécile, si tu pouvais mettre en slide celle générique avec l'édition 2020-2021. Comme ça, non non, celle qui est tout au début, je pense. Enfin, ah oui, toi, tu l'as plus. Bon, mais écoute, ouais, voilà, on va mettre comme ça. Je te donne la main. Voilà, mais oui, sinon, on va faire la photo, je pense, de l'équipe comme ça. Des beaux sourires, s'il vous plaît. Ça a marché, je recommence. Là, j'en ai une belle, très bien. Et si maintenant tous les candidats peuvent allumer leur caméra pour qu'on ait un souvenir de cette édition. Ah c'est super de vous voir tous dans le cadre. Qu'est-ce qu'on aurait été bien à vous recevoir à Angers, hein, franchement. Alors, je n'arrive pas à voir si tout le monde est là. Ils sont 12, je pense que ouais, c'est peut-être pas mal. Attends, je vérifie. Donc, il y a bien Isabelle. Oui, il y a bien Isabelle, Antoine, Marie-Pierre, je l'ai vu. Mathieu, il est là. Omae et Frédéric. Vincent
Tac et tac. Ergaïa, oui, il y a bien Fabien. Jean-Michel Soubier, c'est bon. Alain Jacques, parfait. Tac et tac. Fanny. Bon, bah, je pense que c'est bon, Emmanuel, tu les as tous. Bon, bah, écoute, moi j'en ai profité, j'ai fait ma photo. Je peux refaire une dernière fois avec des grands sourires de la part de tous. 1, 2, 3. Voilà. Et puis, peut-être qu'on peut demander au jury de se connecter, et puis comme ça on aura tous les visages qui ont contribué à ce concours. Alors. Bon, il n'y a pas Louis, il en manque quelques-uns, mais il y a peut-être des gens qui ont dû nous quitter. Toi aussi, Cécile, je te vois pas. Ah ben non, je me suis pas reconnectée. Le nombre de limites de webcam est atteint, donc il veut pas de moi. Ah, ok. Alors, je fais la photo. Ah ben voilà, tout le monde est dans la boîte. Et il manque juste des applaudissements. Si vous voulez allumer les micros, on peut se féliciter tous de cette belle journée. Félicitations à tous de la part de ce gouvernement. Et j'en profite pour remercier Emmanuel et Léa qui m'ont bien aidé sur toute l'organisation de la communication de ce concours en amont, pendant le concours, l'organisation de toutes les journées. Voilà, et mes assistantes aussi qui m'ont donné un petit coup de main. Donc voilà, merci à elles et merci à vous tous. À très bientôt, l'ensemble des candidats et des lauréats. Et puis, merci aux membres du jury. Je vous ferai parvenir un petit questionnaire d'amélioration en fait du concours. Donc, n'hésitez pas à me dire tout ce qui pourrait être amélioré. Au revoir. Merci à vous. Merci à tous. Merci Cécile, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.